Pour les obsèques du patriarche, du prince Philippe, le clan Windsor a choisi d'afficher son unité. Harry, exilé aux États-Unis, retrouve son frère William qu'il n'a pas vu depuis 1 an. L'échange est poli et furtif devant les caméras, une cordialité de circonstance. Les tensions entre les frères étaient claires. Lorsqu'ils sont entrés dans l'église pour la cérémonie, séparés par Peter Phillips, leur cousin. Une fois les portes franchies, loin des caméras, ils ont échangé des propos désagréables et personnels. En à peine quelques minutes, ils se sont disputés et chacun est parti de son côté. À l'issue des funérailles, le prince Charles a tout fait pour essayer de réconcilier les 2 frères. Une pièce avait été prévue, à 3, ils allaient se rencontrer pour discuter du différend. Harry a annulé, donc rien ne s'est passé. L'un défend la monarchie, l'autre veut la dynamiter. Harry représente un vrai danger pour la monarchie aujourd'hui parce qu'il est devenu totalement ingérable. Harry a grandi dans l'ombre de son frère, c'est pourquoi il est devenu si méchant. Afin de se faire remarquer, il a fait des choses folles, beaucoup de bêtises. L'un est l'héritier du trône, l'autre est l'éternel second. Imaginez, j'ai 2 enfants. Je leur dis, vous êtes tous les 2 égaux. Mais en fait, toi, tu vas être roi d'Angleterre ou reine d'Angleterre. Tu vas avoir des palais. Tu vas être l'une des personnes les plus riches de la planète. Tu vas être à la tête du Commonwealth. Tu vas parcourir le monde. Tu vas être roi un jour. Mais ton frère, non. 2 enfants que le monde entier a vu grandir. Le prince Harry et le prince William étaient célèbres avant de naître. Quand leur mère, la princesse Diana, était enceinte, ils faisaient la une des journaux. Quand ils sont nés, ils faisaient encore la une des journaux. Et ils la feront toute leur vie, jusqu'à leur mort. C'est ça qui les rend uniques. Unis par les épreuves, ils se déchirent aujourd'hui. Les frères chéris de la couronne sont devenus des frères ennemis. C'est un conte de fées comme la famille royale les aime. Harry et Meghan, une belle histoire d'amour à vendre pour assurer sa longévité. Le faire-part est prêt, la date du mariage vient d'être annoncée. Et en apparence, l'enthousiasme est unanime et évidemment sincère pour saluer la nouvelle. No, we're thrilled, thank you very much, to both of them. I hope they'll be very happy indeed. All very excited, delighted for them both, and wishing them all the happiness in this very exciting time. William and I are absolutely thrilled. It's such exciting news. It's a really happy time for any couple, and we wish them all the best and hope they enjoy this happy moment. Les relations entre les 2 frères semblent alors au beau fixe. Comme le veut la tradition, Harry a choisi William dans le rôle du témoin. William en avait fait de même pour son mariage avec Kate. Aux yeux du monde, le quatuor s'entend à merveille. Et les futurs mariés incarnent un couple particulièrement glamour, le mariage de Buckingham et de Hollywood. Pour être honnête avec vous, on la voyait alors comme un vent de fraîcheur qui devait ramener la famille royale dans le XXIe siècle. Une métisse qui allait fouler le sol de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où Henri VIII est enterré. Ce n'était pas rien.
En fait, quand Meghan est entrée dans la famille royale, c'est comme si on avait dégoupillé une grenade. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'elle n'explose. Dès le départ, William est méfiant envers la fiancée de son frère. Le jour où Harry annonce avec joie à son grand frère qu'il va épouser Meghan Markle, rien ne va se passer comme prévu. William va être très surpris de cette annonce et va même dire à son petit frère « Est-ce que tu es sûr de vouloir vraiment épouser cette fille ? Est-ce que tu ne vas pas trop vite avec cette fille ?» Harry ne supporte pas que son grand frère émette des doutes sur ce possible mariage et il ne supporte encore moins que William parle de Meghan en ces termes, ce cette fille qui résonne dans la tête d'Harry. William était juste préoccupé par le fait que son frère ralentisse un peu. Il lui a juste dit « Rien de presse, prends ton temps ». En fait, ça a allumé une mèche. C'est ce qui s'est passé entre les deux frères. Très vite, les premières fissures apparaissent dans ce tableau si parfait. Good evening, Miss Markle. How are you feeling tonight? Et les préparatifs du mariage se révèlent houleux. Au moment de choisir quelle tiare Meghan portera le jour de son mariage, l'actrice jette son dévolu sur un bijou controversé. Meghan veut une tiare très spécifique. Malheureusement, elle est liée à la famille impériale russe. Et là, elle s'oppose directement à la styliste Angela Kelly, qui choisit les tiares. Quand Angela Kelly, vous ne pouvez pas avoir cette tiare, Meghan se rebelle. Harry s'en est ému. Et il a dit au personnel, en gros, ce que sa femme voulait, elle pouvait l'avoir. C'était visiblement assez agressif. La reine a dû appeler Harry pour lui dire qu'on ne parlait pas comme ça au personnel. Et la reine se range du côté de la vie d'Angela Kelly, dont elle est très proche, contre Meghan. Cet incident, qui paraît un peu ridicule, cet incident est très révélateur de tous les dysfonctionnements qui vont suivre dans le comportement de Meghan. Le mercredi 28 février 2018, à 4 mois du mariage, on retrouve les deux couples tout sourire pour leur premier rendez-vous officiel en commun, le lancement de leur fondation. Catherine, Harry and I are delighted to be here this morning, and we're particularly happy to be at our first Royal Foundation event with Meghan. Mais une petite réponse laisse à penser que tout n'est pas si rose au sein du royaume. As family, do you ever have disagreements about things? Oh yes. Healthy disagreement. Okay. Really, I think it's really good that we've got, you know, four different personalities, and you know, we've all got that same passion to want to make a difference, but you know, different opinions, and I think those opinions work really, really well. Working as family does have its challenges, of course it does. Everybody here, the fact that everyone's laughing means that everybody knows exactly what it's like. But look, you know, we're stuck together for the rest of our lives, so. This is true. 5 mois plus tard, une affaire va faire tout voler en éclats et déclencher la guerre entre les deux frères. Une affaire tellement sensible qu'elle est restée secrète pendant 3 ans. C'est ce journaliste du Times qui l'a révélée. Il a été contacté par des employés de Buckingham
qui voulait montrer le vrai visage de Meghan. En mars 2021, juste avant l'interview qu'ont donnée Harry et Meghan à Oprah Winfrey, j'ai parlé à d'anciens employés qui ont travaillé chez Harry et Meghan. Et ils m'ont dit que 2 ans et demi plus tôt, leur responsable avait écrit un rapport pour dire que Meghan harcelait le personnel. Tout démarre à l'automne 2018 avec un mail rédigé par Jason Knopf, à l'époque secrétaire à la communication de Meghan et Harry. Ce mail, évoquant la duchesse, c'est-à-dire Meghan, est destiné à Simon Case, alors secrétaire privé du prince William. La duchesse semble déterminée à toujours avoir quelqu'un dans sa ligne de mire. Elle intimide Y et cherche à saper sa confiance. Nous avons eu de nombreux rapports de personnes qui ont été témoins d'un comportement inacceptable à l'écart de Y. J'ai demandé si la politique de la maison sur le harcèlement s'appliquait aussi aux principaux. Dans le jargon du palais, les principaux sont les membres de la famille royale. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de loi concernant les Windsor qui protège le personnel contre le harcèlement de la famille royale. La seule loi, c'est protégeant le personnel contre le harcèlement d'autres membres du personnel. Donc en fait, au niveau juridique, Meghan est couverte. Je suis très inquiet que la duchesse ait pu intimider 2 assistants personnels au point de provoquer leur démission au cours de l'année écoulée. Pendant l'année 2018, une vague de démissions déferle effectivement au sein de l'équipe de Meghan Markle. Les anciens membres ont même constitué un groupe informel qu'ils ont baptisé entre eux le club des rescapés des Sussex. Certains restent encore traumatisés. Il y avait une personne qui était tellement terrifiée par une conversation qu'elle devait avoir avec Meghan qu'elle a dit « ça me rend malade ». Il y avait un membre du personnel qui, à un autre moment, s'inquiétait de ce que Meghan allait dire. Et il disait « c'est terrible, je n'arrête pas de trembler ». C'était l'effet du comportement de Meghan, un comportement exigeant sur ces personnes. Certaines de ces jeunes femmes ont été brisées. Après ses premiers mails, Jason Knopf apporte ensuite directement à William un dossier de doléances avec la compilation de toutes les plaintes du personnel contre Meghan Markle. Il redoute des actions devant la justice pour harcèlement. Le personnel qui travaille pour la famille royale ne gagne pas beaucoup d'argent. Ils le font car ils aiment la monarchie. Ils travaillent très dur et ils sont traités de manière très polie par les autres membres de la royauté, un peu comme s'ils faisaient partie de la famille. Il y a eu un moment incroyablement poignant avec une des personnes qui souffrait à cause de Meghan, qui était assez maltraitée et à qui j'ai parlé en fait. William s'est arrêté un jour dans le couloir et a dit « J'ai entendu dire que vous traversiez des temps difficiles. Je veux juste que vous sachiez que vous avez fait un excellent travail. » Elle a été tellement émue qu'elle a éclaté en sanglots. William est furieux. Parce que c'est pas comme ça qu'on se conduit envers le personnel chez les Windsor. William, qui n'aimait déjà pas trop sa belle-sœur, va sortir de ses gonds. Il va appeler directement Harry. Harry va lui raccrocher au nez, il ne veut rien savoir. Et donc William va sauter dans une voiture, direction Kensington Palace, où il va confronter le prince Harry. Ce n'est pas Meghan que William a blâmé.
c'est son frère. En lui disant, Harry, regarde, tu sais bien ta petite amie, ton épouse, ta fiancée. Elle ne peut pas se comporter comme ça, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et bien sûr, Harry n'a jamais pris Meghan entre quatre yeux pour lui dire « Regarde Meghan, c'est ainsi que cela doit fonctionner. Nous ne pouvons pas le changer, mais peut-être peut-on le faire progressivement. » Il n'y a jamais eu de discussion. Pourquoi? Parce qu'Harry ne voulait pas la perdre. Et ce jour-là, les deux frères vont se disputer comme ils ne s'étaient jamais disputés auparavant. Après cette énorme dispute, d'ailleurs, ils ne s'adresseront quasiment plus la parole. Pour William, c'est la réputation et l'avenir de la couronne qui sont en jeu. Pour Harry, c'est la femme qu'il aime, aussi complexe que fascinante. Une femme qui a importé les méthodes hollywoodiennes dans l'enceinte du palais. Pour Robert Lacey, elle se serait même comportée comme les rois français avant la Révolution. Le star system à Hollywood, c'est comme la France avant la Révolution. Il y a une ligne de démarcation avec ce qui est au-dessus de la ligne et ce qui est en dessous. Au-dessus de la ligne, vous êtes une star, vous êtes une diva, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En dessous de la ligne, vous êtes un serviteur qui court en permanence autour de vous et qui doit faire tout pour sa star. Et pour le remercier peut-être, les stars se réjouissent de donner des cadeaux à leur personnel. C'est un système que la monarchie britannique a abandonné il y a des générations parce qu'elle n'aurait pas survécu à ça politiquement. Mais à Hollywood, ce système obsolète fonctionne encore et Meghan, étrangement, paradoxalement, passe de ce système féodal à une démocratie plus moderne. Aux yeux de William, ce comportement est impardonnable. Harry et sa femme deviennent des indésirables. Il faut les éloigner au plus vite de la couronne. William ordonne l'expulsion de Meghan et Harry, installés dans la même maison qu'eux. Alors que Meghan et Harry venaient de s'installer à Kensington Palace, ils étaient voisins de Kate et William, ils décident de déménager sur le domaine de Windsor, à 40 minutes de Londres et donc à 40 minutes en voiture de Kate et William. C'est vraiment le symbole de la rupture. La fondation caritative sera désormais uniquement dirigée par William et Kate. Mais bien sûr, officiellement, aucune fissure dans l'unité familiale ne doit être visible. Depuis des décennies, le Sunday Times est le canal de prédilection utilisé par le palais pour faire passer ces informations. Et voilà comment il l'annonce, ce 27 octobre 2018. Les princes Harry mettent fin à leur duo. Le mariage, la vie de famille et leurs nouveaux rôles royaux amèneront les deux frères à faire chemin séparés après l'accouchement de Meghan. Le secret sera préservé pendant 2 ans et demi. It's in the run-up to the Oprah Winfrey interview, which will be broadcast here on Monday, on International Women's Day. But it reveals claims about Meghan bullying members of her own staff. And these are serious allegations. Une fois que cette vérité sort, la brouille entre les deux frères devient une affaire publique. La nouvelle se répand dans le pays comme une traînée de poudre. Personne ne comprend comment ces deux piliers de la couronne ont pu en arriver là. Leur complicité semblait unique, soudée par des drames, mais aussi par l'amour d'une mère qui, avec ses enfants,
avait fait un pari inattendu. Maintenant, vous allez découvrir comment Diana elle-même a semé les graines de la discorde. Malgré elle, c'était un pari perdu. En un coup de fil, William et Harry vont perdre leur repère, leur point d'équilibre, celle qui leur avait fait promettre de rester unis. Le prince Charles, d'après ce que l'on sait, est celui qui a dû s'asseoir et expliquer à ses fils que leur mère bien-aimée, la seule chose qui était vraiment importante dans leur vie, comme une étoile qui brillait, qui leur apportait tellement de bonheur, quelque chose de magique et de spécial pour les deux garçons. Eh bien, il a dû s'asseoir et leur dire que cette étoile brillante s'était éteinte. William, sa première réaction, ce sera de demander à son père d'aller annoncer la mauvaise nouvelle avec lui au prince Harry, à son petit frère. Et ça, c'est très fort parce qu'à ce moment-là, Harry comprend qu'il pourra toujours compter sur le prince William. Il n'y a rien de pire au monde, vraiment. C'est absolument comme un tremblement de terre qui frappe toute la maison, toute votre vie. Votre esprit est complètement dévasté. The pale mass of flowers which dwarfs the hundreds of people surrounding it solemnly marks out a capital like no other in the world this evening. It started with a few flowers before the gates of Kensington Palace at the top edge of this vast garden of remembrance. Now all approach roads are smothered by bouquets. Oh, Jesus! Oh. C'était vraiment très étrange après sa mort. Vous savez, tout cet épanchement d'amour et d'émotion qui venait de tellement de monde qu'il n'avait même jamais rencontré. Je marchais avec William dans les jardins du palais de Kensington, au milieu de cet océan de fleurs qui s'étendait des portes du palais jusqu'à la rue principale de Kensington. Et je me demandais, comment est-ce possible qu'autant de gens qui n'ont jamais rencontré cette femme, ma mère, soient en pleurs et encore plus bouleversés que je ne l'étais moi-même. À 12 et 15 ans, ils partagent alors la même épreuve, les mêmes sentiments. Nous avons pleuré avec eux en les voyant marcher derrière le cercueil de leur mère. Et ce qui nous a réconfortés, c'est que ces deux adolescents, si jeunes, semblaient alors si soudés, tirant leur force l'un de l'autre. C'était tellement évident qu'ils se soutenaient mutuellement. Avec sa mort, c'est un celle qui a fait le pari de les protéger de la folie des Windsor, de cette malédiction qui voit cette famille se déchirer de génération en génération. C'est l'histoire d'un échec. Diana, malgré elle, a semé les graines de la discorde. Dès leur plus jeune âge, Diana montre à ses fils le visage d'une mère rebelle qui ne veut pas se soumettre aux règles royales. En septembre 1987, les photographes sont prêts à saisir un événement inhabituel.
la rentrée de William et Harry à l'école maternelle. Dès la naissance de William et Harry, et surtout au moment de choisir l'éducation, leur éducation, l'école, Diana veut s'inscrire contre sa belle famille, contre les Windsor. Elle veut surtout inscrire ses deux fils dans une pseudo-normalité, ce qui n'était pas du tout le cas avant avec les autres enfants royaux. En général, les princes étaient éduqués par des précepteurs séparément dans les palais royaux. Donc aller à l'école représentait un renouveau relativement moderne. De la liberté, de l'indépendance, des valeurs qui vont moins rejaillir sur William, l'héritier très sage, que sur Harry, le facétieux. Une vilaine chose qu'ont fait les photographes, c'est d'apprendre à Harry à tirer la langue. Et ce n'était pas honnête parce qu'il n'a pas compris qu'il s'agissait d'une blague et que c'était très impoli. Il a commencé à le faire. Et William lui a dit de ne pas se comporter comme cela. Tu ne dois pas faire cela, tu sais, c'est absolument interdit. Donc William gardait un œil sur le prince Harry, qui a toujours eu depuis le début une attitude rebelle. Il y a une anecdote. Harry était assis au premier rang de l'école. Le professeur de musique s'appelait Monsieur Pritchard. Et un jour, la braguette de Monsieur Pritchard était ouverte. Harry, lui, faisait toujours le pitre en classe. Le professeur lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Harry ?» Et Harry répond en levant la main « Je peux voir votre zizi, Monsieur Pritchard ?» Et la classe éclata de rire. La princesse Diana a dû venir à l'école pour s'expliquer auprès de la directrice, mais une fois devant elle, elle ne fit que rire. C'était ça le problème, elle trouvait la malice d'Harry très drôle. Harry partage avec sa mère une très forte complicité. Il a hérité de son caractère et de son goût pour la vie. Car pour échapper au carcan de la famille royale, Diana a voulu transmettre à ses enfants la légèreté, le plaisir plutôt que le devoir. Elle était ce genre de parent un peu taquin qui venait nous voir jouer au football et qui avait mis des bonbons dans nos chaussettes. On rentrait après le match avec plein de paquets de bonbons délicieux. Un jour, alors que je rentrais de l'école, elle avait fait venir Cindy Crawford, Christy Turlington et Naomi Campbell qui m'attendaient en haut de l'escalier. Je devais avoir 12 ou 13 ans. J'avais des posters d'elle dans ma chambre. Je suis devenu rouge comme une tomate et je ne savais pas trop quoi dire. Je me suis à moitié effondré dans l'escalier. Les garçons ont reçu la même éducation, mais ils se sont construits de manière très différente. En fait, William et Harry ne se sont jamais vraiment entendus. Ils étaient toujours en conflit. Devant les caméras, on les voyait s'amuser ensemble, mais dans les coulisses, ils étaient très différents. Ils n'ont jamais été de bons amis. Harry était le prince que tout le monde voulait à ses côtés lors d'un dîner. Harry était le prince avec cette étincelle dans les yeux qui rappelait le pouvoir magique que sa mère avait de tout transformer en or. William était plus équilibré. William était celui qui avait le poids du devoir et de la destinée sur ses épaules. Ensemble, ils formaient un incroyable duo. Je l'ai constaté à de nombreuses reprises au cours des années. À la façon dont ils se répondaient, à la façon dont ils se comportaient. Des enfants tiraillés entre deux modèles parentaux opposés. Charles incarne le devoir, le respect de la monarchie. Diana veut au contraire qu'il soit proche des gens, loin de la vie dorée des palais. Ma mère adorait ces moments privés où elle pouvait être une mère plutôt que la princesse de Galles. Elle a pris la décision, malgré les difficultés pour nous de grandir sous les projecteurs et le devant de la scène, que quoi qu'il arrive, nous ayons une vie aussi normale que possible. Kenworth,
garde du corps de Diana de 1986 à 1996, a été un témoin privilégié de cette éducation prônée par la princesse de Galles. Il n'y a rien de normal dans la famille royale. C'est tellement éloigné de la vie de tout un chacun. Mais vous savez, Diana a réussi à ramener un semblant de normalité dans le palais de Kensington, en les emmenant dans des endroits où le prince Charles n'imaginait pas qu'il puisse aller. Diana les emmenait régulièrement faire du shopping à Kensington High Street. Ils allaient dans un bar à hamburgers, ils allaient au cinéma. Le prince Charles ne comprenait pas pourquoi les enfants avaient besoin d'aller au restaurant alors que parmi ses employés de maison, il y avait de très bons chefs qui cuisinaient de bons plats. Le prince avait en matière de cuisine ce qu'il y avait de mieux. Diana se sent très vite incomprise, tout comme Harry, souvent laissé pour compte par la famille royale. Donc Harry, à tous les dîners de famille, Noël et autres, se retrouve en fin de table et ni la reine-mère, ni son père au demeurant ne prêtent guère attention à lui, se sent délaissé. Et la seule personne qui s'occupe beaucoup de lui, c'est Diana. Diana voulait qu'il n'y ait pas une grande différence, malgré tout, dans l'éducation de son aîné et dans l'éducation de son cadet. Elle voulait qu'ils soient sur un pied d'égalité. Diana veille aussi à ce qu'Harry ne souffre pas de ses faiblesses. J'ai parlé avec Diana de l'éducation des enfants. Tout le monde savait que William était plus intelligent que Harry. Et Harry avait un problème. Il était dyslexique. Il avait donc des difficultés pour écrire et pour lire. Il était lent. Et Diana craignait que le collège d'Eton représente trop de pression pour lui. Mais parce que William était allé là-bas, elle se disait qu'Harry devait y aller aussi, parce que sinon, tout le monde dirait, eh bien, Harry est stupide et il n'est pas assez brillant pour aller à Eton. Donc cela aurait été un grand désavantage pour Harry. Diana veut protéger ses enfants, mais aussi les préserver des guerres intestines qui agitent la famille royale. Mais malgré elle, c'est le modèle inverse qu'elle va leur montrer. Les deux garçons vont assister à une bataille intime et féroce. Leurs parents vont se déchirer sous leurs yeux, mais aussi devant des millions de témoins. Quand les premières rumeurs de discorde, voire même de séparation entre Charles et Diana voient le jour dans la presse, il y a vraiment une pression qui redouble sur les épaules des deux petits princes, Harry et William, qui vont finalement être tiraillés dans cette guerre médiatique. Un nouveau scandale embarrasse en effet la famille royale, la publication du script d'une conversation très intime entre Charles et sa girlfriend. Conversation qui aurait été communiquée par quelqu'un de très bien placé dans les services secrets. C'est difficile, douloureux et embarrassant pour n'importe quel enfant quand ses parents divorcent. Et encore plus quand il y a des affaires de cœur incluant un amant ou une maîtresse. Dans le cas de William et Harry, ils ont été confrontés au fait que leur mère a multiplié les liaisons. Et cela ne restait pas dans un cercle privé. C'était quelque chose qui était raconté tous les jours, dans les journaux, et plus encore avec leur père, Charles. Quand il y a eu cet incroyable et très embarrassant enregistrement des conversations sexuelles intimes entre Charles et Camilla.
William et Harry ont ainsi dû lire le fantasme de leur père d'être un Tampax à l'intérieur de sa petite amie. Bien sûr, c'était juste terrible et c'était terrible pour les garçons aussi. Donc ils avaient deux parents qui ne leur montraient vraiment pas le bon exemple. Loin d'apaiser la situation, Diana fait le choix de répliquer, d'alimenter la guerre. Veillée d'armes en Grande-Bretagne à 2 heures d'une interview très attendue de la princesse Diana, dont on se demande si elle ne va pas donner un coup de boutoir à l'institution monarchique. Elle va se livrer sans pudeur à un journaliste de l'émission Panorama à la BBC. Une interview qui va profondément traumatiser les jeunes princes. Le dimanche matin, juste avant l'interview de Panorama, Diana rend une visite surprise à William à Eton. À la sortie de la messe dominicale, elle va lui parler, mais William ne veut pas l'écouter. Il ne veut pas écouter sa mère. Diana remonte dans sa voiture et repart à Londres sans avoir réussi à convaincre le prince William de l'utilité de cette interview à Panorama. Son majordome lui a réservé une salle spéciale pour que William puisse regarder ce que sa mère allait dire. Diana nous a dit qu'elle avait prévenu William qu'il s'agirait d'un entretien personnel. Mais il ne pouvait pas s'attendre à ça. Dans cette interview de Panorama, Diana effleure l'idée que William pourrait peut-être succéder à Élisabeth II sans passer par la case Prince Charles, ce qui est tout à fait inenvisageable au Royaume-Uni. Et donc pour William, cette petite phrase, même si elle est prononcée du bout des lèvres, c'est une sorte de trahison. Il a l'impression que sa mère lui demande quasiment de tuer le père. C'est ce qu'elle lui demande. Il faut que tu sois roi à la place de ton père. On est quasiment dans une tragédie shakespearienne, on est dans Hamlet. À 12 ans, William va découvrir aussi brutalement la vie intime de sa mère. Et il voit sa mère parler de son amant James Hewitt, l'homme qui était leur professeur d'équitation. Jusqu'à ce moment, William pensait que James Hewitt était juste son professeur d'équitation. Il découvre alors, à la télévision, que c'est aussi le petit ami de sa mère. Et son majordome a raconté plus tard qu'il était entré dans la pièce après l'émission et qu'il avait découvert William les yeux rougis, qui pleurait. Et après ça, il a dû retourner à l'école tout le reste de la semaine avec tous ses amis qui riaient et imitaient sa mère. Oh, je l'aimais tellement. Cette confession va avoir de lourdes conséquences aussi pour Harry. Il a alors 8 ans. Des rumeurs vont bien sûr se répandre après que Diana eut révélé sa liaison parce qu'Harry est roux, comme James Hewitt. Je pense qu'il va très mal vivre cette insinuation qu'il va porter toute sa vie. C'est arrivé à un tel point qu'un quotidien a voulu enquêter sur la rumeur selon laquelle Charles n'était pas le vrai père de Harry. Il était peut-être le fruit d'une histoire d'amour avec Hewitt. Pour en avoir le cœur net, ils ont tenté de récupérer un échantillon d'ADN de Harry, en demandant à une petite amie de l'époque. Quand votre vie intime est violée et sabotée à ce degré-là, il y a de quoi vous mettre très en colère. Cette intrusion va aller très loin. Le prince Harry vient alors de fêter ses 18 ans. Et Gavin Burroughs, détective privé, va informer le prince Charles d'une opération commando montée par un journal. J'ai découvert l'existence d'un complot
qui faisait un match de polo auquel le prince Charles, le prince William et le prince Harry devaient participer. Le journal, à la tête de ce projet, avait embauché plusieurs personnes pour faire partie du personnel. Le but était de voler des vêtements appartenant au prince Harry. C'était en 2002. Il devait voler des vêtements pour récupérer de l'ADN et vérifier si le prince Charles était vraiment le père d'Harry ou si c'était James Hewitt, l'ancien amant de Diana. Il prévoyait de le comparer avec celui de Hewitt, puis de vendre les résultats au plus offrant. Nous avons pu arrêter ce complot et l'avons dévoilé au grand jour, en le mettant en première page du Sunday Times, pour le stopper dans son élan. Et puis nous avons révélé le nom de toutes les personnes impliquées, et c'en était fini. Une rumeur qui poursuit encore Harry aujourd'hui. En 2017, soit 23 ans après l'interview de Diana, James Hewitt s'exprime pour la première fois à la télévision australienne. Are you Harry's father? No, I'm not. Why does that keep being repeated? It sells papers. That's heartbreaking for you, for him. It's worse for him, probably. Poor chap. Cette histoire ne tient pas la route. Harry était déjà né quand Diana a rencontré pour la première fois James Hewitt lors d'un déjeuner. Donc James Hewitt ne peut pas être le père du prince Harry. Après ces épreuves intimes, les fils de Diana tentent chacun de leur côté de trouver leur voie. Harry pense donner un sens à sa vie en rejoignant l'armée. Harry s'est engagé en Afghanistan. J'ai pu discuter avec des gens qui étaient dans la même unité que lui. Il disait qu'il ne se comportait pas comme un prince. Il allait au combat et pilotait des hélicoptères. Il l'a fait. Il est courageux de l'avoir fait. Tout le monde loue son courage et son sens du devoir, mais cela ne va pas durer. Sa mission en Afghanistan doit être écourtée à cause des risques d'enlèvement. Harry est une cible, impossible de le laisser longtemps sur un terrain de guerre. Il était très malheureux. Il a commencé à sombrer dans la dépression. Il a commencé à trembler dès qu'il devait aller quelque part en représentation. Il transpirait beaucoup. William lui a dit qu'il devait vraiment se faire aider, mais il a refusé car il ne voulait pas que son frère aîné lui dise quoi faire. Mais finalement, il m'a dit qu'il avait quand même décidé de se faire aider. Harry a du mal à trouver sa place. Pour William, le doute n'est pas permis. Le chemin est tracé. Le titre de roi, la couronne et le pouvoir. Il a déjà un destin à accomplir. Et c'est vrai qu'ils empruntent deux chemins complètement différents. En gros, l'aîné a tous les droits et le cadet est à son service dans l'ombre du roi. Il existe une malédiction du cadet chez les Windsor. On l'a vu avec la princesse Margaret, avec le prince Andrew et avec le prince Harry. Ils ont du mal à trouver leur place. La princesse Margaret n'a jamais supporté que sa sœur aînée Élisabeth II devienne reine. D'ailleurs, elles ont souvent voulu, enfant, intervertir les rôles. Margaret voulait être reine, Élisabeth II voulait plutôt rester, on va dire, discrète dans second rôle.
La situation a été difficile également pour le prince Charles et le prince Andrew. On a vu au fil du temps que le prince Andrew a eu du mal à trouver sa place. Il a d'abord essayé de faire du business, mais il a été critiqué pour avoir essayé de négocier avec des représentants du gouvernement. Et bien sûr, il a eu des amis douteux et il a été rattrapé récemment dans le scandale impliquant Jeffrey Epstein. Le prince Charles, lui, avait un rôle taillé pour lui. Et je pense qu'il y a probablement de la jalousie envers Charles et sa position dans la famille royale de futur roi. Andrew aurait probablement aimé en bénéficier. William n'a rien eu à prouver à personne. Il devait juste être William. C'est lui le futur roi. Harry, lui, a passé toute sa vie d'adulte à essayer de prouver quelque chose aux autres. Et probablement à lui-même. Ce 18 décembre 2019, des photographes ont été convoqués pour une séance de communication, comme la famille royale en a le secret. À quelques jours de Noël, Élisabeth II réunit à Buckingham Palace son fils le prince Charles, son petit-fils le prince William et son arrière-petit-fils le prince George. Chacun prépare son pudding de Noël sous l'œil des caméras. Cette séquence pâtisserie peut paraître anodine, superficielle. Elle est pourtant hautement symbolique. Seul l'avenir de la monarchie est présent. Les futurs rois posent autour de la reine actuelle pour un cliché officiel. 4 générations d'héritiers au trône. Il y a un absent sur ce grand portrait de famille, c'est le prince Harry. Le prince Harry qui a toujours le second rôle, le prince Harry qui ne sera jamais roi. Le destin les a poussés vers 2 rôles distincts. L'héritier du trône pour William et ce qu'on appelle en Angleterre la pièce de rechange pour Harry, le numéro 2. Le système qui régit la monarchie britannique est très cruel. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de hasard. L'aîné obtient le poste et le suivant est sans emploi, et pas seulement sans emploi, c'est un adjoint. Il est censé patienter stoïquement, rester disponible au cas où il y aurait un travail à faire. Harry ne sait pas s'il pourra devenir roi un jour. Il faudrait pour cela que l'hélicoptère du prince William se crache et que George et tous les enfants de William soient avec lui. Alors, Harry deviendrait roi. La situation de Harry est impossible. S'il était 30e, 40e dans l'ordre de succession, il peut rentrer dans le privé. C'est ce que font d'ailleurs ses cousins et cousines. Ils travaillent dans une galerie d'art, travaillent pour des relations publiques, la décoration. Pour lui, c'est impossible parce qu'il va se poser immédiatement des conflits d'intérêts. Et donc, il est dans une espèce de no man's land où il est perdu. Il est trop proche de William et de Charles dans l'ordre de succession et il est trop éloigné des autres cousins et cousines qui, eux, se reconvertissent dans le privé et ne portent pas le titre d'Altesse royale. Diana était très préoccupée par cette question de place. Elle a confié à Ingrid Seward combien ses 2 fils étaient déjà très conscients de leur destin respectif. Je me souviens très bien des mots qu'elle a prononcés. Elle a dit « Harry s'en sortira, il est le rebelle, il est exactement comme moi. William, lui, est plus sérieux et plus sensible. » À ce moment-là, William était dans une phase où il disait à Harry qu'il ne voulait pas être roi. Et Harry lui disait « T'inquiète pas, Will, si tu ne veux pas être roi, je le serai. » Mais chez les Windsor,
l'ordre de succession est sacré et tout vous rappelle votre rang. Lors des dîners familiaux, la reine et la reine-mère insistent toujours que William soit à côté d'eux et pas Harry, qui est rétrogradé en fin de table parce que les tables chez les Windsor, c'est selon l'ordre de succession, qui est immuable. En 2014, lorsque Kate, William et Harry rendent hommage aux plus de 800 000 morts de l'Empire britannique, représentés par autant de coquelicots en céramique, Harry ne marche pas à côté de son frère. Le protocole de la famille royale est très strict et Harry va le comprendre rapidement. Et il va voir qu'il n'est pas logé à la même enseigne que son frère et que par exemple dans n'importe quel événement officiel, il arrive toujours après son frère. Il doit toujours marcher plusieurs pas derrière son frère. Et donc, ce pied d'égalité sur lequel Diana voulait les mettre dès l'enfance, très rapidement, ça ne va plus être possible parce que le protocole impose qu'Harry soit toujours derrière son frère. Ça n'a pas d'importance si Harry court plus vite qu'Usain Bolt. Il n'est pas le futur roi. Autre avantage notable pour William, il noue un lien privilégié avec la reine, devenue une figure maternelle importante pour les deux orphelins. De nombreux dimanches dans le mois, William, quand il était au collège, était invité à descendre dans la rue principale d'Eton, à traverser le pont pour monter au château de Windsor, où il déjeunait avec sa grand-mère et son grand-père. Et après le déjeuner, le prince Philippe quittait discrètement la pièce et il laissait la reine et son petit-fils parler ensemble. On nous a raconté que ce n'était pas une conversation entre une grand-mère et son petit-fils, mais une discussion entre une monarque et le futur monarque. Elle lui enseigne l'art de ne rien dire, de ne pas intervenir dans la vie politique, à l'inverse du prince Charles. Elle lui enseigne la nécessité de se tenir au-dessus de la mêlée partisane, la nécessité, comme elle, de ne pas être éclaboussée par le moindre scandale, d'avoir une vie privée, rangée, et d'être attachée comme elle aux piliers de son règne, que sont l'Église anglicane, l'aristocratie et l'armée. Il a appris assez jeune comment régner. D'ailleurs, vous savez, Diana avait l'habitude de l'appeler mon petit vieux monsieur. William, quand il était petit à Highgrove, il allait déjà remercier le personnel des cuisines, les gens qui s'occupaient du jardin. Et il écrivait des petites lettres pour dire merci d'être si gentil et de nous préparer un charmant déjeuner de Noël. William apprend le métier de roi et à ce titre, il a droit à tout un tas d'avantages. Depuis 60 ans, le prince Charles rend visite à des écoles situées dans le duché de Cornouailles, car il est le propriétaire des terres de ce duché. Il en tire des revenus conséquents qu'il ne transmettra pas à ses deux enfants, mais seulement à son fils William, l'héritier. Ce bien fait partie de l'héritage réservé au futur roi. Oh, vous recevez beaucoup d'argent si vous êtes roi. Le fait est que quand William deviendra prince de Galles, duc de Cornouailles,
il obtiendra les revenus du duché de Cornouailles qui revient à part entière à l'héritier du trône et qui s'élève à environ 30 millions de dollars ou 30 millions d'euros par an. Ce duché de Cornouailles, c'est une mine d'or. Et ce n'est pas tout. Quand il sera roi, William recevra encore plus de cadeaux en nature. Il va hériter des 7 résidences, dont Balmoral et Sandringham. Il va hériter d'un joli portefeuille d'actions et d'obligations britanniques, d'une écurie de pur sang, d'une superbe collection de voitures anciennes, et les Windsor ont à titre privé une belle collection d'impressionnistes. Une fois William couronné roi, sa femme Kate deviendra reine consort et William prendra les rênes du Commonwealth. Ses initiales seront partout sur les boîtes aux lettres, les billets de banque, le mobilier urbain ou encore sur les costumes des hallebardiers. Pour Harry, en revanche, absolument rien ne changera. Et cette inégalité va bien plus loin. Aux yeux des médias, les deux princes ne sont pas logés à la même enseigne selon les codes d'un pacte secret. Le 12 janvier 2015, le bureau de presse de la reine reçoit un appel téléphonique d'un journaliste du Sun, un tabloïd anglais. Il les prévient qu'Harry va faire la une du journal et que cela va faire du bruit. C'était l'un des amis de Harry invité à cette fête qui a vendu la photo au Sun. En Grande-Bretagne, le prince Harry a dû présenter ses excuses aujourd'hui après la publication d'une photo qui le montre dans une soirée costumée déguisé en officier nazi. Harry a dit qu'il ne savait pas pourquoi il avait décidé d'y aller en tant que membre des nazis. Ça a suscité des réactions terribles. Ses parents étaient choqués, ses grands-parents étaient choqués, tout le pays était choqué. Is that him? Yeah. Are you sure? Yeah. It's been confirmed. What do you think of that? Well, I think it's going a bit too far. Quand Harry a été photographié avec un uniforme nazi, il a eu tous les ennuis et tous les reproches. Mais qui est allé avec Harry au magasin pour louer le costume? Qui a rigolé et a approuvé quand Harry a choisi un brassard nazi? C'est son frère aîné, qui l'a accompagné à la fête joyeusement. C'était William. Mais les reportages de l'époque n'ont jamais couvert cet aspect. Tout était de la faute du stupide et jeune Harry. Harry est vraiment le vilain petit canard durant toute son adolescence dans la presse. Les tabloïds s'acharnent sur le prince Harry. C'est Harry qui boit, Harry qui fume, Harry qui fait trop la fête, Harry qui se drogue. Vraiment, c'est tous les jours un feuilleton des frasques du prince Harry. On a vraiment le mouton noir et l'enfant de cœur. Pourtant, le schéma n'est pas aussi manichéen que ça. William fait lui aussi la fête, William fume et William boit. C'est juste qu'on ne le sait pas. Parce qu'il y a une sorte de contrat passé par Buckingham Palace où on épargne plus l'héritier au trône. Quand le prince William est parti à l'université, il était effectivement protégé par cette interdiction. En tant que journaliste, nous n'étions pas autorisés à aller là où le prince William se trouvait, même dans la ville où le prince William étudiait. C'est ce que disait l'accord. C'était pas une loi, mais c'était tout comme. Si vous étiez le premier journal à briser cet accord tacite, tout le monde aurait dit que ce n'était pas bien, donc c'était vraiment strict. Thanks to everyone, it really has been brilliant. You've all left me alone beginning. The whole of Eton made a real big difference with everyone not trying to sort of snap a picture every time I was walking around the streets, and I hope it just continues for Harry as well when he's there. But William est allé à l'université, il a rencontré une fille et ils ont pu marcher main dans la main et être des étudiants normaux.
Ils n'avaient pas une foule de photographes à l'extérieur. Ils avaient cette liberté. Harry, lui, n'a jamais eu ça. Bonjour, mon nom est Gavin Burrows. J'ai été détective privé pendant 28 ans et ces dernières années, j'ai bossé pour la presse britannique. Gavin Burrows a été embauché par un tabloïd pendant 7 ans pour traquer Harry et ses petites amies. À l'époque, la presse anglaise ne recule devant aucun moyen pour obtenir des informations confidentielles. Dans les années 2000, je pouvais vous obtenir des factures de téléphone, des factures fiscales, des dossiers médicaux. Je pouvais écouter vos messages vocaux. On commençait à faire appel à des hackers qui pouvaient obtenir tout ce que vous vouliez. Toutes les petites amies d'Harry ont dû subir les mêmes assauts de la presse. À chaque fois, le journal demandait à Gavin de connaître tous leurs secrets. À chaque fois qu'Harry avait une nouvelle petite amie, je devais trouver ses ex, savoir si elle prenait de la drogue, si elle avait avorté, si elle avait une maladie sexuellement transmissible. Nous recrutions des gens, des infirmières par exemple. C'était une violation totale de la vie privée. Cette traque incessante, menée entre autres par Gavin Burrows, poussera Chelsea, celle que le prince Harry a fréquentée pendant 7 ans, à la rupture. J'aimerais penser que ce n'était pas de ma faute, mais ça l'était. La manière dont on l'a traité. Nous n'avons fait que ce qu'on nous demandait de faire. On a été engagés pour ça. Mais oui, je pense que ça l'a abîmé. The biggest issue for me was that being born into it, you inherit the risk. You inherit the risk that comes with it. You inherit every element of it without choice. And because of the way that the UK media are, they feel an ownership over you. Literally, like a full-on ownership. And then they give the impression to some of their, well, most of their readers, that that is the case. But I think it's a really dangerous place to be. Because of us, à cause de nous, il n'a pas pu fréquenter normalement une fille, sans avoir à regarder derrière lui. Il y avait tout le temps un policier avec lui pour surveiller les paparazzis. Il ne pouvait pas mener la vie d'un adolescent normal. Harry n'était pas jaloux de William. En tant que personne, en tant que frère, il l'aime. Mais comment ne pas se sentir inférieur, mal compris? Vos opinions sont importantes, mais elles ne sont pas aussi importantes que celles de votre frère. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on se dirait si ça se passait comme ça dans notre famille? Ça nous rendrait dingue. Et c'est grâce à une femme qu'Harry va enfin tenir sa revanche. Cette femme, bien sûr, c'est Meghan Markle, une rencontre qui va déstabiliser la monarchie, mais aussi permettre à Harry de s'émanciper de la famille royale, une forme de revanche. C'est le 4e et dernier épisode de notre série, réalisé par Isabelle Quintard, Baptiste Keita et Alexandre Funel. En novembre 2017, le prince Harry convoque la presse pour présenter officiellement sa fiancée, Meghan Markle. From all of us. How did you propose? Was it romantic? Américaine, actrice, divorcée, elle est celle qui jusqu'ici a tenu bon face à la pression médiatique et aux redoutables méthodes des paparazzis britanniques. There's a misconception that because I have worked in the entertainment industry that this would be something I would be familiar with. But even though I'd been on my show for, I guess, 6 years at that point,
And working before that, I've never been part of tabloid culture. I've never been in pop culture to that degree and lived relatively quiet life, even though I focused so much on my job. And so that was a really stark difference out of the gate. But après avoir perdu plusieurs petites amies, Harry a bien l'intention de garder cette future épouse qui ne mâche pas ses mots. it just didn't make sense. The fact that I fell in love with Meghan so incredibly quickly was sort of confirmation to me that all the stars were aligned, everything was just perfect. It's obviously a huge relief to me because she'll be able to deal with everything else that comes with it. Quand Harry rencontre Meghan, c'est d'abord un coup de foudre, bien sûr, mais c'est aussi une libération pour le prince Harry. Il va voir dans Meghan l'occasion de se réaliser dans autre chose que ce second rôle qui lui est toujours attribué. Si Harry est tombé amoureux de Meghan Markle, ce n'est pas un hasard. Il a été séduit par cette femme de conviction. My name is Meghan Markle, and I'm here because I think it's a really important campaign to be a part of. Meghan Markle est une militante antiraciste, mais aussi une féministe moderne et déterminée. We are proud to celebrating the 125th anniversary of women's suffrage in your country. For women and girls in developing countries, this is vital. Providing them with access to education is the key to economic and social development. I am proud to be a woman and a feminist. Un mode de vie peu compatible avec les usages de la monarchie. Le duc d'Édimbourg a toujours marché derrière sa femme. Camilla a toujours marché derrière Charles. Kate a toujours marché derrière William. Parce qu'il ne faut pas éclipser le tenant du titre. Meghan n'a jamais compris, parce qu'elle a le prisme hollywoodien du conte de fées. Et là, en ajoutant le féminisme qui la caractérise, il est hors de question que l'on marche derrière son époux et qu'on ne soit pas un couple égalitaire. Chez les Windsor, on n'est pas un couple égalitaire. Meghan Markle est une rebelle qui peut aider Harry à s'émanciper. Quand Meghan est arrivée, elle a donné à Harry le pouvoir de se défendre. Elle a permis à Harry de ne plus être la cible des blagues de tout le monde. Il avait tendance à jouer le rôle du bouffon, celui qui fait des bêtises, qui s'amuse, et il en était satisfait. Ce n'est que lorsque Meghan est arrivée qu'elle a commencé à lui dire « Regarde, tu es une personne à part entière, tu n'es pas une doublure de ton frère. Tu devrais créer quelque chose par toi-même. » Et c'est ce qu'ils ont fait ensemble. À ses côtés, le prince Harry se sent plus fort que jamais. Pour la défendre, il n'a pas hésité à marcher sur les plates-bandes de son père. Le 5 novembre 2016, alors que la relation entre Harry et Meghan vient tout juste d'être révélée dans la presse, le prince Charles est en visite au Moyen-Orient. Une visite diplomatique importante. Parmi les journalistes présents, Robert Jobson, qui négocie depuis une semaine une interview exclusive du prince Charles. En échange, il lui promet la une de son journal. Le prince de Galles devait faire un voyage très important pour recevoir un prix pour son groupe de travail sur le développement durable. J'allais faire une interview avec lui qui allait mettre en avant ce moment. Et puis, bien sûr, c'est tombé à l'eau parce que Harry a publié une déclaration sur la vie privée de Meghan. Le prince Harry vole la vedette à son père avec ce communiqué, car le jeune homme évoque sa nouvelle petite amie Meghan et la façon dont la presse la poursuit. La semaine dernière, une ligne rouge a été franchie. Sa petite amie, Meghan Markle, a été victime d'un harcèlement abusif. Évidemment, l'info fait sensation.
Tous les journaux veulent traiter ce sujet. Conséquence, la tournée du prince Charles n'intéresse plus personne. Quand Harry publie cette première déclaration disant en gros de laisser tranquille Meghan, je pense qu'il y a eu un énorme effet de surprise. D'une part parce que c'était un écrit très personnel, et d'autre part parce que cela montrait beaucoup d'amour envers elle, et ce, publiquement. C'est devenu la une et ma conversation avec le prince Charles a été réduite à une page annexe à l'intérieur. Donc je ne pense pas que le prince Charles ait été vraiment heureux de cela. Il était probablement un peu déçu. Il pense qu'il aurait dû en être informé. La règle est pourtant claire. Vous ne devez rien faire qui puisse éclipser un des héritiers au trône lorsqu'il est en tournée. L'attention doit rester portée au futur roi. Mais Harry ne veut plus rester dans l'ombre de son père ou de son frère. Grâce à sa femme, il va enfin jouer le premier rôle. Hey, Holmes. I'm so glad you're here. Come with me for a day in the life. I'm going to show you my favorite spots in Toronto. Come on. Le style Meghan détonne et immédiatement, il plaît à la presse britannique, parfois lassée de Kate, la femme de William, jugée trop sage, trop consensuelle. Le journal The Sun parle d'elle en ces termes. Elle est tout ce que cette pauvre Kate Middleton n'est pas. Naturellement séduisante, s'épanchant facilement, engagée dans l'humanitaire, avec une carrière brillante et elle est tellement glamour. Un voyage va vraiment acter cette popularité grandissante. La première tournée en Australie d'Harry et Meghan, mariés depuis à peine 6 mois. Désormais dans la lumière, le duc de Sussex sait faire parler de lui. Thank you for the incredibly warm welcome and the chance to meet so many Aussies from all walks of life. And we also generally couldn't think of a better place to announce the upcoming baby, be it a boy or a girl. So thank you very, very much. L'annonce d'un bébé, un accueil triomphal, le couple est au firmament et Meghan ressemble beaucoup à une autre princesse. Le prince Harry dira même que le succès de cette tournée en Australie est trop douloureux pour les Windsor parce qu'il rappelle le succès qu'avait eu Diana, elle aussi, lors de sa première tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Meghan Markle, elle semble être la nouvelle Diana. Selon le prince Harry, Kate notamment serait jalouse de Meghan parce que Meghan deviendrait plus populaire qu'elle et que Meghan serait la parfaite héritière de Lady Di. La presse pense avoir trouvé sa nouvelle égérie et le public la plébiscite aussi. She was really lovely, very, very pretty. Absolutely wonderful. It was somebody else who was American at one point, and she became a princess, so it's pretty exciting. The fact that we have that opportunity, so chance for everyone. Yeah. Très vite, l'effet Meghan se fait sentir. Les résultats d'un sondage créent la surprise au mois de novembre 2018. Le membre préféré de la famille royale britannique est devenu Harry. Le prince a conquis plus de 77% des Britanniques interrogés. Sa grand-mère, la reine Elisabeth II, arrive en 2e position, tandis que le prince William est arrivé 3e. On assiste à une véritable bataille de comptes Internet et de piratage en vue de gagner le test de popularité. Et à cette école, bien sûr, Meghan et Harry sont imbattables. Elle amène les méthodes hollywoodiennes et lui, son côté relax, rigolard, sympathique. Tout cela, sans doute, va déplaire fortement à William et à Kate qui se sentent éclipsés par Meghan et Harry. Quand Harry et Meghan lancent leur compte Sussex Royal au printemps 2019, c'est l'apothéose. Au premier poste, il y a déjà plus de 100 000 abonnés. En 6 heures,
1 million. En une semaine, 3 millions pour dépasser les 10 millions à la fin de l'année, talonnant ainsi Kate et William, pourtant présents sur Instagram depuis plus longtemps. William et Harry avaient été les victimes de la guerre médiatique entre leurs deux parents, Charles et Diana, et pourtant ils répètent les erreurs du passé et ils se livrent à leur tour une guerre par médias interposés. Quand Kate et William postent une vidéo de leurs enfants pour parler d'environnement et de biodiversité, dans la minute même, Harry et Meghan postent une autre vidéo d'une conférence avec Michelle Obama pour parler des droits des femmes. Et donc, c'est une partie de ping-pong incessante entre les deux couples, entre les deux frères, à qui fera le plus d'initiatives, à qui aura le plus de couverture médiatique, à qui aura le plus de news dans les magazines et sur les sites internet. Fort de ce soutien populaire, le couple va mener librement sa vie, sans se soucier des convenances. À l'été 2019, Harry ne vient pas passer les fêtes d'été auprès de la reine comme la tradition le veut, et préfère prendre un jet privé pour rejoindre Elton John sur la Côte d'Azur. Quand Harry et Meghan se sont envolés direction le sud de la France pour aller voir leur ami Elton John, ils ont utilisé un jet privé. Et ce n'est pas une coïncidence si peu de temps après, quand William a emmené sa famille en Écosse, il s'est bien assuré d'être bien photographié en train de voyager sur un vol ordinaire, montrant ainsi qu'il ne se laissait pas aller à la même extravagance, aux mêmes dépenses personnelles que Harry et Meghan et leur mode de vie hollywoodien. Aux antipodes de leurs convictions écolo, Harry et Meghan ont délibérément pris 4 jets privés en 11 jours. Et quelques mois plus tard, le couple bafoue une règle d'or de discrétion en mettant en scène leurs états d'âme devant une caméra alors qu'ils sont en tournée en Afrique. My British friend said to me, I'm sure he's great, but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life. Every single time I see a camera, every single time I hear a click, every single time I see a flash, it takes me straight back. So in that respect, it's the worst reminder of her life as opposed to the best. Harry va même accepter de parler d'un épisode encore plus intime, la brouille avec son frère. Part of this role and part of this job and this family being under the pressure that it's under, inevitably, stuff happens. But look, we're brothers. We'll always be brothers. We're certainly on different paths at the moment, but I will always be there for him, and as I know, he'll always be there for me. We don't see each other as much as we used to because we're so busy. But I love him dearly, and the majority of the stuff is the majority of stuff is created out of nothing. But it's just, as I said, as brothers, you have good days, you have bad days. Harry et Meghan ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent gagner leur liberté et pour cela faire plier la famille royale. La grenade peut être dégoupillée. Breaking news about Harry and Meghan and a statement saying they're stepping back from royal duties. On dit qu'Harry n'avait même pas prévenu sa grand-mère. On apprendra plus tard qu'il lui aurait envoyé plusieurs mails, mais que les conseillers d'Élisabeth II ne lui ont jamais donné de rendez-vous, d'entrevue avec sa grand-mère. William prend ça pour l'ultime trahison. Son frère quitte tout sans le prévenir au préalable. S'ensuit un exil de Meghan et Harry au Canada d'abord, puis aux États-Unis. Lors d'une réunion exceptionnelle à Sandringham, la reine leur enlève tous leurs titres royaux. Ils reprennent leur liberté et s'installent dans une vaste propriété en Californie. Pendant 1 an, le prince Charles s'engage encore à les aider financièrement, mais ensuite, ils devront se débrouiller seuls. Harry, soumis depuis sa naissance à un devoir de neutralité, n'hésite désormais plus à s'engager. En 2020, en pleine campagne électorale américaine,
il participe à un clip aux côtés de son épouse. Every 4 years, we are told the same thing, that this is the most important election of our lifetime. But this one is. When we vote, our values are put into action and our voices are heard. Your voice is a reminder that you matter, because you do, and you deserve to be heard. This election, I'm not going to be able to vote here in the US. But many of you may not know that I haven't been able to vote in the UK my entire life. As we approach this November, it's vital that we reject hate speech, misinformation, and online negativity. Dans cette vidéo, le couple vise directement Donald Trump qui va riposter dès le lendemain en conférence de presse en ciblant Meghan, la militante. I'm not a fan of hers. And I would say this, and she probably has heard that, but I wish a lot of luck to Harry, because he's going to need it. Mais le couple n'a pas froid aux yeux. Comme s'ils n'avaient plus rien à perdre, Harry et Meghan vont utiliser leur liberté de parole pour attaquer frontalement la famille royale. Lors d'une interview choc avec Oprah Winfrey, diffusée dans le monde entier, vue par des centaines de millions de téléspectateurs, Meghan et Harry sous-entendent avoir eu des remarques déplacées sur la couleur de peau de leur fils. Autrement dit, un membre de la famille royale serait raciste. Well, our top story this hour, the Duke and Duchess of Sussex making some shocking and damning claims about the British royal family in a tell-all interview with Oprah Winfrey. And stunning claims this morning about the royal family by Prince Harry and Meghan Markle. We start tonight with allegations of the toxic issues of race and privilege at the very top of British society. Harry et Meghan ne citent pas nommément quelqu'un dans cette affaire de racisme, mais le mal est fait. Et tout le monde, il y a une sorte de chasse aux sorcières finalement après ça chez les Windsor, et les médias essaient de savoir qui aurait pu prononcer la petite phrase raciste. La famille royale est sommée de réagir. Nous avons alors vu le prince Charles rire d'une façon embarrassée. La même question a été posée à William. Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. William était furieux de cette accusation de racisme parce qu'à ses yeux, sa famille défend l'opposé du racisme en Grande-Bretagne. L'interview avec Oprah Winfrey a sonné le glas. Certes, William et Harry avaient eu beaucoup de différends auparavant, mais là, ça a signé la fin de leur relation. C'est aussi un tournant pour les Britanniques. Le couple en vue devient le couple honni. It's just classless, and I don't know what the Queen is thinking, what they're thinking, but you know, I'm appalled. I'd like to think the monarchy is bigger than a D-list Hollywood actress, quite frankly. Et le désamour envers l'enfant terrible de la couronne va s'aggraver au fil des mois. Car pour assurer leur train de vie, depuis les États-Unis, Harry et Meghan ne cessent de vendre leur histoire. Harry et Meghan ont un style de vie très dépensier et ils doivent gagner suffisamment d'argent pour le maintenir. Ils ont conclu un accord avec Netflix et ils doivent l'honorer. En septembre 2020, le couple signe un juteux contrat avec le géant du streaming qui prévoit notamment le tournage d'une série documentaire. Une équipe de la plateforme les suit dans tous leurs déplacements. Il apporte une caméra de Netflix avec lui. Et on sait qu'il a été payé 100 millions de dollars ou de livres, peu importe, pour ce contrat. Son comportement le fait passer pour un homme sans scrupules. Monnayer l'image de la famille royale, y compris la reine, après 70 ans de règne, j'imagine combien elle a dû être horrifiée par l'attitude de Harry et Meghan.
Pour le dernier jubilé, ils auraient même tenté d'imposer leur propre photographe lors de la présentation de leur fille Lilibet à la reine. Harry et Meghan sont devenus des mercenaires au service de leur carrière médiatique, prêts à tout pour vendre l'image de la famille royale et en tirer profit. Ils disent qu'ils sont partis vivre en Californie et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ça, qu'ils veulent une nouvelle vie. Mais chaque fois qu'ils apparaissent dans les médias, ils ne font que parler de la famille royale. Harry veut juste attirer l'attention sur lui, en tant que frère cadet qu'il a toujours été. C'est une nouvelle façon de le faire, et il a trouvé une alliée en la personne de Meghan. C'est comme Game of Thrones dans la vraie vie. Et ils aiment ce côté dramatique. Après tout, Meghan est une actrice. Et c'est dans leur intérêt de maintenir cette tension dramatique. Harry doit publier prochainement ses mémoires. L'éditeur lui aurait versé une avance de plusieurs millions de dollars en espérant de nouvelles révélations sur la famille royale. William s'apprête, lui, à publier un ouvrage consacré à l'écologie. Alors qui va finalement l'emporter dans cette guerre fratricide entre l'héritier de la couronne ou celui qui veut la dynamiter? Il y a encore un an, beaucoup de gens auraient dit que Harry et Meghan représentaient une menace pour la couronne britannique en raison de leur popularité. Mais cette popularité s'est évaporée pour la plupart des Britanniques. Harry et Meghan sont tout en bas, avec le prince Andrew. Ils sont finis. Ce qui était censé être la revanche de Harry et de Meghan se conclut par une victoire à l'arraché de William et de Kate.